Marc Aubron se tenait sur le balcon de leur luxueuse villa à Santorin, serrant un petit écrin de velours. À l'intérieur, niché en son sein, reposait un collier constellation spécialement conçu, avec du platine et des diamants agencés pour reproduire les étoiles qu'ils avaient admirées lors de leur premier rendez-vous. Il traça légèrement le motif céleste du doigt, se remémorant comment Tiffany avait pointé avec enthousiasme la ceinture d'Orion, ce soir-là. « C'est absolument parfait », murmura-t-il, imaginant sa réaction ravie. Le collier avait été une acquisition coûteuse, mais Tiffany ne méritait rien de moins. Elle avait insufflé un bonheur immense dans sa vie pendant l'année écoulée. Ses pensées dérivèrent vers leur première rencontre au gala de la Fondation d'architecture de Chicago. Alors qu'il présentait son dernier projet, il l'avait remarquée dans la foule, élégante dans une robe noire et captivée par chaque détail de son discours. Après sa présentation, elle l'avait approché avec des questions perspicaces sur son approche de conception durable. « Votre travail témoigne d'une vision incroyable », avait-elle remarqué, ses yeux bleus pétillants. « La plupart des architectes suivent aveuglément les tendances, mais vous êtes différent. » Ce soir-là, ils avaient engagé des heures de conversation stimulantes sur le toit-terrasse, échangeant aspiration et ambition sous le ciel étoilé. Marc n'avait jamais rencontré une âme qui semblât le comprendre aussi profondément. Leur romance rapide s'était déroulée comme un conte de fées. Tiffany avait insufflé de l'excitation et de la spontanéité dans sa vie méthodique. Lorsqu'elle lui avait proposé de l'épouser après seulement 6 mois, cela lui avait semblé parfaitement naturel. Maintenant, pendant leur lune de miel à Santorin, Marc s'émerveillait de son extraordinaire fortune. La lumière de l'aube baignait les structures blanchies à la chaux d'un éclat d'or radieux alors qu'il observait Tiffany au bord de la piscine à débordement en contrebas. Elle était absorbée par son téléphone, très probablement en train de partager des photos avec ses amis, son cercle rapproché de personnalités mondaines à qui elle l'avait présenté. Il s'était toujours senti un peu mal à l'aise en leur présence, mais elles étaient importantes pour Tiffany. Un souvenir fugace refit surface, Tiffany déjeunant avec ses amis, leur gaieté cessant brusquement à son approche, échangeant un regard particulier. Pourtant, à l'époque, il l'avait ignoré, submergé par son euphorie. Marc. La voix de Tiffany le tira de sa contemplation. Debout dans l'embrasure de la porte, elle tenait une enveloppe en manille, son attitude suscitant sa pose. « Tout va bien ?» demanda-t-il, glissant promptement l'écrin de velours dans sa poche. « Nous devons avoir une discussion sérieuse. » Son ton était différent de tout ce qu'il avait jamais entendu de sa part, plus sévère, plus froid. Elle s'avança vers la table et y déposa l'enveloppe. « Je veux divorcer. » Marc la regarda, convaincu qu'il avait mal compris. « Quoi? Tu plaisantes ?» Elle lui poussa l'enveloppe. « Les papiers du divorce. Je les ai déjà signés. » Plaisantait-elle? Il scruta son visage à la recherche de toute trace d'amusement, mais n'en trouva aucune. « Tiffany, nous nous sommes mariés il y a seulement 3 jours. » Elle ricana. Un son dur et méchant qui le transperça comme un poignard. « Oh, Marc !» Doux, naïf Marc. Tu as vraiment cru que quelqu'un comme moi s'engagerait à passer une vie avec quelqu'un comme toi? Quelqu'un comme moi. Sa voix était basse, menaçante. Un architecte ennuyeux qui croit sincèrement que la conception durable peut transformer le monde. Elle leva les yeux au ciel. Tu imagines à quel point c'était épuisant de faire semblant d'être fasciné par tes monologues sur les bâtiments écologiques et l'obligation sociale. Les mains de Marc se crispèrent en poing. Alors pourquoi? 10 000 $, intervint-elle, inspectant ses ongles manucurés. C'est pourquoi. Mes amis ont parié que je ne pourrais pas te persuader de m'épouser en 1 an. Elle pensait que tu étais trop intelligent, trop sur tes gardes. Elle sourit. Je suppose qu'elles m'ont sous-estimé. Le monde sembla s'immobiliser. Marc sentit quelque chose de profond et d'irréversible se modifier en lui. L'écrin de velours dans sa poche lui brûlait la peau. 10 000 $, répéta-t-il, sa voix étrangement calme. C'est la valeur que tu as attribuée à notre relation? 10 000 $, dérida Tiffany. Il n'y a jamais eu de relation. Tout était une mise en scène élaborée. Les nuits à observer les étoiles, les discussions profondes, le prétendu lien que nous partagions. J'ai passé des semaines à t'étudier avant le gala. Je me suis plongé dans tes passe-temps, tes convictions ferventes. C'était étonnamment facile de me transformer en la femme idéale pour toi. Marc repensa à chaque souvenir précieux. Leur premier baiser, le soir où il l'avait demandé en mariage, le jour de leur mariage. Chaque moment était méticuleusement planifié dans le cadre d'un pari. Tes amis,
murmura-t-il avec hésitation. Était-elle au courant de cette mascarade depuis le début? Certainement. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi elles insistaient pour que tu assistes à toutes ces soirées? Elles étaient des spectatrices avides. Elle ajusta sa posture. Inutile de t'inquiéter. Je ne demanderai rien pendant le divorce. L'argent du pari était tout ce que je voulais, et je l'ai déjà obtenu. Elle se dirigea vers la porte mais hésita. Tu sais ce qui est amusant? Elle disait que tu étais bien trop vertueux pour moi, trop honorable. Il s'attendait à ce que tu me perces à jour. Elle gloussa encore une fois. Mais l'amour aveugle vraiment les gens, n'est-ce pas? Marc resta immobile, la regardant partir. L'architecte en lui, cette part qui comprenait les structures et les fondations, réalisa que quelque chose s'effondrait en lui. Pourtant, autre chose se dressait à sa place. Quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus délibéré. Il ramassa l'écrin de velours et l'ouvrit. Le collier constellation scintillait à la lumière, chaque diamant étincelant d'un éclat moqueur, lui rappelant les étoiles qui semblaient maintenant se moquer de lui. Avec des gestes mesurés, il s'avança sur le balcon et jeta la boîte aussi loin que possible. Il la vit disparaître dans les eaux turquoises de la mer Égée. Les jours qui suivirent se fondirent dans un brouillard de fureur et de honte. Marc quittait rarement la villa, survivant grâce aux services d'étage et aux offres du minibar. Il ne pouvait supporter les regards compatissants du personnel de l'hôtel qui avait été témoin du départ spectaculaire de Tiffany. Son téléphone vibrait sans cesse avec des messages de sa famille et de ses amis restés au pays, lui demandant des photos de lune de miel. Il les ignora tous. Comment pouvait-il dire que son mariage n'avait été qu'un pari complexe? Qu'il avait été complètement dupé. Le 4e soir, incapable de supporter plus longtemps le confinement de la villa, Marc s'aventura dans les ruelles étroites d'Oia. Les touristes étaient rares, remplacés par des habitants sécurisant leurs boutiques et restaurants. L'odeur de souvlaki grillé et de pain frais émanait d'une petite taverne nichée dans un coin paisible. On dirait que vous êtes un homme qui a besoin de se sustenter, pas seulement d'ouzo, lança une voix. Une femme âgée se tenait à l'entrée, ses cheveux gris soigneusement relevés. Ses yeux étaient perçants mais bienveillants, évaluant son apparence négligée. Marc réalisa qu'il ne se souvenait pas de son dernier repas consistant. « Je n'ai pas faim, dit-il, seulement pour être trahi par un gargouillement sonore de son estomac. » La femme, identifiée comme Eleni par l'enseigne de la taverne, rit. « Votre estomac en dit le contraire. Venez, asseyez-vous. J'ai de la moussaka fraîche et des histoires qui rendront vos problèmes insignifiants. » Son attitude directe perça la solitude de Marc. Il se retrouva à la suivre à l'intérieur, s'asseyant à une petite table dans le coin. « Amlani, déclara-t-elle, posant une généreuse portion de moussaka devant lui. « Et vous êtes un homme dont le cœur a été brisé. » Marc leva brusquement la tête. « Est-ce si évident? Je tiens cette taverne depuis 40 ans. Je reconnais le chagrin d'amour quand je le vois. » Elle versa 2 verres d'ouzo. « Mais plus important encore, je comprends la survie. » Pendant les heures qui suivirent, Eleni raconta son parcours. Comment elle avait tout perdu pendant la crise financière. Ses économies, son grand restaurant à Athènes, et presque cette taverne aussi. Comment son mari était décédé, la laissant affronter les créanciers seuls. Mais savez-vous ce que j'ai découvert, continua-t-elle, remplissant leur verre. Quand tout est dépouillé, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Et parfois, cette personne est plus forte que la version que vous étiez. Marc se surprit à tout lui révéler. Le pari, la disgrâce, la rage qui menaçait de le submerger. Eleni écouta attentivement. « Vous voulez vous venger? » « Non, répondit Marc, se surprenant lui-même. La vengeance implique la parité. J'ai l'intention de les anéantir. Tous. Eleni l'examina pendant un long moment. Alors vous devez vous réinventer. Quelqu'un qu'ils ne reconnaîtront pas avant qu'il ne soit trop tard. Pour la première fois depuis la révélation de Tiffany, Marc éprouva une lueur de but renouvelée. Comment? Pour commencer, vous travaillez. Le travail acharné revigore l'esprit. Elle fit un geste vers la taverne. La cuisine a besoin d'être nettoyée. La terrasse a besoin d'une nouvelle couche de peinture. Accomplissez ces tâches, et je vous transmettrai mes connaissances sur les gens. Leur vulnérabilité, leurs aspirations, leurs tromperies. Marc baissa les yeux sur ses mains délicates et considéra le travail manuel. Je suis architecte. Excellent, répondit-elle.
Alors vous comprenez qu'avant de construire quelque chose de nouveau, vous devez déblayer les vestiges de l'ancien. Elle maintint son regard inébranlable. La question demeure, êtes-vous prêt à commencer? Marc vida son ouzo et se leva. Où est votre serpillière? Au cours de la semaine suivante, Marc se plongea dans le travail physique. Il récura les sols, repeignit les murs, répara les meubles cassés. Chaque soir, fatigué mais l'esprit clair, il s'asseyait avec Eleni, s'imprégnant de ses enseignements sur la nature humaine. Votre femme et ses associés, remarqua Eleni un soir, ils considèrent les gens comme des outils à manipuler, mais ils oublient que les outils peuvent aussi être des armes. Que voulez-vous dire? L'information, les relations, la richesse, le statut. Ce sont leurs outils. Maîtrisez-les mieux qu'eux. Elle esquissa un sourire sombre. Et ne leur révélez plus jamais votre souffrance. La douleur est une responsabilité qu'ils exploiteront. Marc hocha la tête, la compréhension commençant à émerger. Il croit avoir écrit la fin de mon voyage. Alors, révélez-leur que ce n'était que le prologue. Eleni lui tendit un verre d'ouzo. Mais gardez à l'esprit que la vengeance est comme l'ouzo. L'excès vous corrompra. L'essentiel est de rester détaché, de ne pas faiblir. Lors de sa dernière nuit à Santorin, Marc a vendu le collier de constellation à un bijoutier à Fira. Les fonds couvriraient son voyage de retour et financeraient les premières étapes de sa métamorphose. Tu es prêt, a déclaré Eleni lors de leur séparation. Mais promets-moi une chose. Quand l'occasion se présentera, fais-leur regretter de t'avoir sous-estimé. Marc la serra fort dans ses bras. Je le jure, et je te remercie pour tous tes conseils. Alors que son avion s'élevait au-dessus de Santorin, Marc observa l'île disparaître sous les nuages. L'homme qui était arrivé 2 semaines auparavant, confiant, ingénu, facilement influençable, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de nouveau, quelqu'un de trempé par la trahison et revigoré par la fureur. Tiffany et ses alliés pensaient l'avoir anéanti. Au lieu de cela, ils ont construit leur propre perte. Il avait l'intention de s'emparer de tout ce qu'il chérissait, statut, richesse, réputation, les forçant à assister à sa destruction. Le jeu qu'ils avaient initié avec un pari impitoyable se conclurait par une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Certaines personnes sont dangereuses à tromper. L'horizon de Chicago accueillit Marc avec son profil caractéristique d'acier et de verre alors que son taxi approchait du centre-ville. Son modeste appartement à River North semblait étrange après l'opulence de Santorin, mais il répondrait à ses besoins. Il lui fallait une base d'opération pour orchestrer sa transformation. Son téléphone s'était éteint depuis longtemps, et il l'a laissé inactif. Qu'il spécule. Qu'il bavarde. Leur réaction indiquerait à qui il pouvait faire confiance et de qui il devait se séparer. Le portier, Miguel, hésita au passage de Marc. « Monsieur Aubron ? Nous ne nous attendions pas à votre retour si rapide. »« Et Madame Aubron ?»« Il n'y a pas de Madame Aubron, » déclara Marc, glacial. « Et si quelqu'un s'enquiert, vous ne m'avez pas vu. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent, mais il acquiesça. Un homme bien. Marc résolut mentalement d'assurer le bien-être de Miguel une fois son plan dévoilé. À l'intérieur de son appartement, Marc déballa ses affaires, triant les objets en 3 catégories, conserver, donner, jeter. Tout ce qui était lié à Tiffany furent légués à la pile des déchets. Il ne les brûla pas. Ce serait trop théâtral. Au lieu de cela, il les plaça dans des sacs poubelles et les dispersa dans diverses bennes à ordures de la ville. Aucune trace, aucune vulnérabilité. Lorsqu'il finit par allumer son téléphone, il déborda de notifications. Des messages vocaux de ses parents, des messages d'amis, des courriels de collègues de travail. Il les passa tous en revue, mais ne répondit à aucun. Au lieu de cela, il composa un courriel concis à son entreprise, prise de 2 semaines de congé personnel, retour le 1er septembre. Tous les projets en cours sont à jour et les délais sont respectés. Marc Aubron, calme et précis. Pas la moindre trace du tumulte que Tiffany avait provoqué. Les réponses arrivèrent rapidement. Une sincère inquiétude de la part de ses collègues. Des potins dissimulés de la part d'autres. Un message retint son attention, un courriel de Harrison Blake lui-même, le fondateur de l'établissement. Peu importe ce qui s'est passé en Grèce, résolvez-le. Puis rencontrez-moi. HB, Marc s'autorisa un bref sourire. Harrison Blake n'était pas connu pour montrer un intérêt personnel aux architectes débutants. Cela pourrait s'avérer avantageux. Les 2 semaines suivantes furent consacrées à une réinvention méthodique.
Mark engagea un entraîneur personnel qui avait de l'expérience avec des vétérans des forces spéciales. Pas d'acclimatation progressive à la forme physique. Il visait à être poussé au-delà de ses limites. La plupart des gens abandonnent après la première séance, remarqua Jake, son entraîneur, après avoir observé Mark vomir dans une poubelle après leur premier entraînement. Mark s'essuya la bouche et se redressa. Encore, dit-il. Jake sourit à nouveau. Soit tu es fou, soit tu es résolu. Les deux. Alors que son physique était remodelé par des entraînements épuisants, l'intellect de Mark restait parfaitement alerte. Il consacra ses soirées à examiner minutieusement ses engagements antérieurs avec le réseau social de Tiffany, identifiant des schémas, des faiblesses et des points de pression potentiels. Sandra Mitchell, l'instigatrice probable du pari. Vieille fortune, s'efforçant de préserver son statut malgré la fortune décroissante de sa famille. Plusieurs divorces, chaque règlement étant progressivement plus petit. Rebecca Chin, l'ambitieuse. Nouvelle fortune, désireuse de se valider. Mariée à un entrepreneur technologique mais épuisant ses ressources plus vite qu'il ne pouvait les accumuler. James Porter, le dilettante des fonds de fiducie. L'amant sporadique de Tiffany avant Mark, bien qu'elle ignorât que Mark était au courant. Information précieuse pour l'avenir. Il consigna tout dans des fichiers chiffrés sur son ordinateur portable. Des noms, des affiliations, des secrets murmurés lors de rassemblements quand il supposait qu'il n'écoutait pas Eleni avait raison. La connaissance était le pouvoir. Le 1er septembre se matérialisa avec une vague de chaleur. Mark s'habilla méticuleusement pour son retour au travail. Costume sur mesure en gris anthracite, chemise blanche immaculée, bouton de manchette en platine discret. Son nouveau programme de remise en forme avait élargi ses épaules, et le costume accentuait sa forme modifiée. Le bureau se tut lorsqu'il le traversa. L'architecte autrefois négligé, qui travaillait tard et s'excusait de prendre de la place, avait disparu. Ce Mark Obron-là se déplaçait avec détermination, sa présence attirant l'attention. Mon bureau, immédiatement. La voix de Harrison Blake perça les murmures. Mark le suivit dans le bureau d'angle, offrant une vue imprenable sur la rivière Chicago. Harrison Blake était une légende dans le monde de l'architecture, ingénieux, implacable et tristement célèbre pour démanteler ses rivaux aussi adroitement qu'il façonnait des édifices. Il examina Mark longuement. Vous semblez transformé. Tout a changé. Racontez-moi. Mark s'exécuta, détaillant la traîtrise de Tiffany en termes détachés. Aucun sentiment, purement des faits. L'expression d'Harrison resta impassible, mais ses doigts tambourinaient sur son bureau, un signe que Mark avait remarqué lors des discussions avec les clients. Il était captivé. Vous savez ce qui m'intrigue, Mark? Harrison se renversa dans son fauteuil. Pas la trahison. C'est banal dans notre milieu. Non. Ce qui me captive, c'est votre réaction. La plupart des hommes s'effondreraient. Vous semblez meilleur. Ce qui ne vous tue pas. N'est-ce pas? Le sourire de Mark n'atteignit pas ses yeux. Précisément. Harrison se leva et s'approcha de son mur de récompense. J'ai une commande, quelque chose d'extraordinaire. Le client est particulier, exige l'excellence, déteste la fragilité. J'avais l'intention de la confier à Stevens, mais peut-être la méritez-vous. Harrison pivota, les sourcils arqués. Vous ne savez même pas ce que cela implique. Sans importance. Je dépasserai les attentes. Le ferez-vous? Le regard d'Harrison était perçant. Même si je vous révèle qu'il s'agit du nouveau projet de l'hôtel Davenport? Le pouls de Mark s'accéléra, mais son expression resta impassible. Richard Davenport, promoteur milliardaire, connu pour son expansion agressive et son éthique douteuse, également reconnu pour préférer un certain type de femme. Surtout alors, Harrison sourit, un prédateur reconnaissant un autre de son espèce. L'ancien Mark Obron aurait fui ce projet. Trop conflictuel. Trop complexe sur le plan éthique. L'ancien Mark Obron n'existe plus. Excellent. Harrison tendit un dossier volumineux. Ne me faites pas regretter cette décision. Pendant le mois suivant, Mark fut entièrement absorbé par l'initiative Davenport. Ses concepts étaient audacieux, novateurs, repoussant les limites tout en restant dans les limites de la faisabilité commerciale. Il travaillait tard dans la nuit, motivé par l'intention plutôt que par la passion. Ses collègues observèrent le changement. Il n'y avait plus d'invitation à des déjeuners décontractés ou à des conversations légères.
Certains murmuraient à propos de sa séparation, élaborant des théories sur ce qui s'était passé à Santorin. Les plus audacieux s'aventurèrent à se renseigner directement. Et, Mark. Sarah, du service de design, approcha son bureau un soir. Nous sommes vraiment inquiets pour toi. Ce qui s'est passé entre toi et Tiffany n'est pas de ta faute, n'est-ce pas? Mark l'interrompit sans lever les yeux de ses plans. La seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer est de vous assurer que le projet reste dans les délais. Sarah recula d'un pas, la douleur traversant ses traits. Nous étions amis, tu sais. Était. Mark finit par la regarder, son visage impénétrable. Les choses évoluent. Les murmures se firent plus forts après cela, mais Mark resta impassible. Qu'il spécule. Chaque commérage, regard inquiet et échange mal à l'aise ne firent que réaffirmer que sa métamorphose était efficace. Son engagement indéfectible envers l'entreprise Davenport attira l'attention de Harrison. L'architecte chevronné initia Mark aux séances de haut niveau avec les clients, le familiarisant avec les figures influentes de Chicago. Mark absorbait tout. La subtile dynamique du pouvoir, les partenariats silencieux, les manœuvres habiles voilées en négociation. Vous apprenez vite, commenta Harrison après une réunion particulièrement fructueuse. La plupart des architectes de votre âge croient encore que le talent seul garantit le succès, mais il est clair que vous en savez mieux. Harrison gloussa. Le talent n'est que le droit d'entrée. L'influence est le concours. Il observa Mark d'un air pensif. Vous comprenez ça maintenant, n'est-ce pas? Mark acquiesça. Chaque engagement était un commerce. Chaque connexion pouvait être utilisée. Ce sont des leçons que Tiffany lui avait transmises, bien que peut-être pas de la manière dont elle l'avait envisagé. Son évolution s'étendait au-delà de l'espace de travail. Mark engagea un conseiller en images, affinant sa tenue et son apparence. Il s'inscrivit à l'East Bank Club, un club exclusif, où les échelons supérieurs de Chicago se mêlaient entre les exercices. Il suivit des cours particuliers d'énologie, de critique d'art et de danse de salon. Les savoir-vivre, se disait Mark, nécessitaient un investissement. Le coût était astronomique, mais Mark resta indifférent. Il avait vendu sa voiture, liquidé ses économies et contracté des prêts. L'argent n'était qu'un autre instrument, et les instruments étaient conçus pour être maniés. Un soir, alors qu'il sortait du bureau, il entendit deux jeunes architectes converser dans la cage d'escalier. « Tu as entendu? Tiffany est fiancée à Richard Davenport. » Sans blague. Elle n'était pas mariée à Mark il n'y a pas si longtemps. Apparemment, c'était un pari avec ses connaissances. Mark descendit les escaliers en silence. Tiffany avait donc localisé sa prochaine proie, Richard Davenport, soit l'individu même pour lequel elle concevait un complexe hôtelier. Le cosmos, on dirait, avait un don pour l'ironie. L'offre d'association de Harrison arriva un vendredi soir, une fois que tous les autres avaient quitté le bureau. Mark venait de terminer une répétition générale pour le projet de l'hôtel Davenport lorsqu'Harrison le convoqua. « Tu as transformé ce cabinet », déclara Harrison d'emblée. « Tes designs attirent une clientèle que nous ne pouvions pas nous permettre auparavant. Ton approche du projet Davenport à elle seule a amplifié nos revenus prévisionnels pour le trimestre. » Mark resta silencieux, conscient qu'il y avait plus à venir. « Je te propose un partenariat. Plein droit de vote, participation aux bénéfices, tout le package. » Harrison fit glisser un document sur son bureau, avec effet immédiat. « Pourquoi maintenant? » « Parce que tu es prêt. » Harrison se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Et étant donné que la présentation du projet Davenport est imminente, la semaine prochaine, t'avoir comme associé véhicule un message clair quant à notre engagement envers le projet. » Mark souleva l'accord de partenariat, en examinant les dispositions. Le timing ne pouvait pas être plus approprié, presque suspect. « Tu connais Tiffany et Davenport, n'est-ce pas? » Ce n'était pas une question, mais Harrison répondit tout de même. « Bien sûr que je suis au courant. Les sphères de l'architecture à Chicago et l'industrie immobilière se chevauchent considérablement. La vraie question est, quels sont tes plans à ce sujet? » « Rien, » répondit Mark, en apposant sa signature sur le contrat de partenariat avec une détermination inébranlable. Harrison esquissa tout de même un sourire approbateur. La meilleure des vengeances exige du temps et une réflexion stratégique. Il remplit 2 verres de scotch, les levant pour trinquer à la nouvelle alliance. Ils entrechoquèrent leurs verres, les deux parties conscientes que cette transaction transcendait les simples liens professionnels.
Harrison fournissait à Mark les moyens d'action dont il avait besoin pour la suite des événements. L'annonce de leur partenariat fit des vagues dans le milieu des affaires de Chicago. À 30 ans, Mark devint le plus jeune associé de l'histoire du cabinet. Les invitations à des événements prestigieux affluèrent, galas de charité, adhésion à des clubs privés et propositions d'intégrer des conseils d'administration. Mark les accepta tous stratégiquement, établissant sa présence dans les cercles élitistes fréquentés par Tiffany et ses associés. Bien qu'il n'ait jamais assisté aux mêmes événements qu'eux, il s'assura que le bruit de ses progrès parvienne à leurs oreilles. La présentation de l'hôtel Davenport était prévue pour un lundi matin. Arrivé tôt, telle était la stratégie de Mark, afin de garantir que tout se déroule impeccablement. Son équipe avait méticuleusement préparé une exposition d'envergure de maquettes architecturales, de rendus complexes et d'analyses de durabilité détaillées. À 9 heures précises, Richard Davenport entra, flanqué de son équipe de direction. Au bras, il tenait Tiffany. La vue de Mark la figea, faisant apparaître une once d'inquiétude dans son attitude impeccable. Il était clair qu'elle n'avait pas anticipé sa présence, ni reconnu son identité dans la documentation du projet. Monsieur Davenport, avança Mark calmement, tendant la main. Mark Aubron, architecte en chef et associé chez Blake & Associates. Richard serra fermement sa main, son regard acéré le scrutant. Aubron? Pourquoi ce nom me dit-il quelque chose? Peut-être à cause de l'article du mois dernier dans Architectural Digest? Suggéra Mark avec douceur, pleinement conscient que ce n'était pas le cas. Devrions-nous commencer la présentation? Pendant l'heure qui suivit, Mark capta l'attention de tous. Son concept était tout simplement révolutionnaire, le luxe s'alliait parfaitement à la durabilité, avec des améliorations de pointe qui distingueraient l'hôtel de ses concurrents. Surprenant la réaction de Tiffany du coin de l'œil, il remarqua son malaise à chaque fois qu'il s'adressait au groupe. Impressionnant, déclara Richard une fois la présentation terminée. Vraiment exceptionnel. Mais je dois tout de même vous demander, pourquoi choisir de conserver la façade historique au lieu de la détruire? Ne serait-il pas plus simple de repartir de zéro? Certains aspects méritent d'être conservés, monsieur Davenport, rétorqua Mark, ses yeux croisant brièvement ceux de Tiffany. Ils nous rappellent nos origines, nos défis surmontés. De plus, ajouta-t-il avec un sourire subtil. Les premières impressions peuvent être trompeuses. Les véritables transformations se déroulent derrière la façade. Richard laissa échapper un rire approbateur. Votre raisonnement me plaît, Aubron. Approfondissons ces idées autour d'un dîner ce soir. Avec grand plaisir. Parfait. Tiffany, ma chérie, vous vous joignez à nous? Le sourire de Tiffany était crispé. Bien sûr. Alors que le groupe se dispersait, Mark remarqua Harrison qui l'observait avec une certaine fierté. L'architecte chevronné inclina la tête une fois, une compréhension silencieuse passant entre eux. Les bases étaient posées. Chaque élément concordait parfaitement. Mark repensa aux mots d'Hélénie à Santorin. Faites-leur regretter de vous avoir sous-estimé. Il le ferait. Mais avant cela, il avait un dîner à préparer, un événement annonciateur du début de la chute de Richard Davenport, même si l'homme restait dans l'ignorance. Et Tiffany? Elle était sur le point de comprendre que l'homme qu'elle avait lésé ne ressemblait plus à celui qu'elle avait en face d'elle. L'architecte confiant qui croyait autrefois en l'amour et la fidélité avait disparu, remplacé par quelqu'un d'habile à manier le pouvoir et à l'utiliser efficacement. Le jeu qu'elle avait initié par un pari impitoyable était sur le point de dégénérer en quelque chose de bien plus périlleux. Cette fois-ci, Mark avait l'intention de dicter les règles. Des verres en cristal teintent quand Richard Davenport leva un toast au restaurant Le Colonial, l'établissement franco-vietnamien le plus prestigieux de Chicago, aux nouvelles collaborations et au travail créatif novateur. Mark imita le geste, observant la main de Tiffany trembler légèrement alors qu'elle levait son verre. Elle toucha à peine à son plat, déplaçant de coûteux fruits de mer dans son assiette tout en s'efforçant d'éviter son regard. Éclairez-moi, Aubron, Richard se pencha en avant. D'où vous vient votre idéologie architecturale? Votre stratégie pour le projet hôtelier ne ressemble à rien de ce que j'ai rencontré. Expertise, répondit Mark, savourant une gorgée de vin délibéré. Parfois, la vie vous apprend que les extérieurs les plus exquis dissimulent les mystères les plus fascinants. La fourchette de Tiffany heurta son plat. Richard jeta un coup d'œil dans sa direction, l'irritation clignotant sur ses traits. Ma chère, vous sentez-vous bien? Vous êtes inhabituellement réservée. Tiffany força un sourire.
Je viens de me rappeler que Marc et moi nous sommes déjà croisés lors d'un gala de charité. Ah, la curiosité de Richard s'accentua. Vous ne l'avez jamais mentionné, n'est-ce pas? Son rire était forcé. C'était si fugace, à peine digne d'être mentionné. Marc reposa son verre de vin. En réalité, c'était plus que fugace, n'est-ce pas, Tiffany? La couleur quitta son visage. Le regard de Richard oscillait entre eux, son expression s'assombrissant. Qu'est-ce que je suis en train de manquer, au juste? Dois-je être celui qui l'informe? Ou préférez-vous faire les honneurs? Le ton de Marc était tranquille, presque tendre. Le genre de tendresse qui précède la dévastation. Tiffany resta silencieuse, ses jointures blanchissant autour de son verre d'eau. Monsieur Davenport, Marc s'adressa à Richard. Tiffany et moi avons été brièvement mariés. Notre lune de miel à Santorin s'est achevée abruptement lorsqu'elle m'a remis les papiers du divorce, révélant que toute notre relation faisait partie d'un pari avec ses amis. Le silence qui s'ensuivit fut total. Même le brouhaha ambiant du restaurant sembla disparaître. Le visage de Richard resta impassible, mais ses yeux brillèrent. Un pari, $10 000, confirma Marc. Apparemment, ses amis doutaient qu'elle puisse me persuader de l'épouser en moins d'1 an. Elles ont sous-estimé ses talents d'actrice. Richard, je peux m'expliquer, commença Tiffany. Pas ici. La voix de Richard trancha comme de l'acier. Il fit signe pour l'addition. Monsieur Aubron, je vous prie d'accepter mes excuses pour cette divulgation imprévue. Peut-être devrions-nous reporter notre discussion d'affaires. Certainement. Marc se leva, ajustant la veste de son costume. Bien que j'espère que cette affaire personnelle n'affectera pas nos relations professionnelles, mon équipe a consacré beaucoup d'efforts au projet hôtelier. Ce ne sera pas le cas, promit Richard, sa prise sur le bras de Tiffany se resserrant sensiblement alors qu'il se préparait à partir. J'apprécie la franchise, monsieur Aubron. D'autres pourraient gagner à la prendre. Alors qu'il partait, Marc capta le regard suppliant de Tiffany. Il y répondit par un léger signe de tête, comme s'il reconnaissait son appel implicite à la clémence. Qu'elle croit qu'elle a encore une chance de redresser la situation. Le lendemain matin, Harrison attendait Marc dans son bureau. J'ai eu vent du dîner, dit-il sans préambule. Tactique audacieuse, dévoilez votre passé avec Tiffany si directement. Parfois, la vérité est l'arme la plus mortelle. Marc afficha les dernières conceptions de l'hôtel sur son ordinateur. Richard Davenport chérit le contrôle par-dessus tout. Découvrir que sa fiancée a un passé de mensonge? C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Harrison approuva d'un signe de tête. Il a lancé une enquête sur ses antécédents. Mes contacts suggèrent qu'il a engagé Blackwood Security, la même agence qui gère ses enquêtes sur les entreprises. Marc haussa un sourcil. Intéressant. Vous saviez qu'il le ferait. Je l'avais anticipé. Marc pivota son écran, montrant à Harrison une collection de documents. Tout ce qu'ils découvriront a été méticuleusement préparé. Le pari, le divorce, la rapidité avec laquelle elle est passée à autre chose. Tout cela brosse le portrait très précis d'une opportuniste qui manque de fiabilité. Harrison examina les documents. Mais l'intuition me dit qu'il y a plus dans votre plan. Le sourire de Marc était acéré comme un rasoir. Richard n'est pas le seul à avoir des enquêteurs. Saviez-vous qu'il utilise le projet hôtelier pour blanchir des fonds provenant de ses activités les moins éthiques? Les yeux d'Harrison s'écarquillèrent légèrement. C'est un jeu périlleux dans lequel vous vous engagez. Non, corrigea Marc. C'est un jeu périlleux dans lequel l'astérisque s'engage. Je veux juste m'assurer que les personnes appropriées s'en rendent compte. Dans les semaines qui suivirent, Marc observa sa stratégie prendre forme grâce à des informateurs placés de manière stratégique. L'enquête de Richard n'a pas seulement révélé l'infidélité de Tiffany envers Marc, mais a également mis au jour une récurrence de comportements similaires au sein de son cercle social. Le pari notoire n'était qu'un des jeux cruels parmi tant d'autres qu'elle et ses associés avaient orchestrés avec la vie d'autrui. La fureur de Richard transparaissait de manière subtile mais tangible. Les discussions professionnelles devinrent plus tendues, et ses exigences de plus en plus strictes. Il examinait méticuleusement les dépenses de Tiffany, s'enquérait de ses déplacements et réduisit son accès à son cercle social. Désespérée de préserver son statut, Tiffany tenta de confronter Marc à la suite d'un engagement professionnel. « S'il te plaît », implora-t-elle en attrapant son bras sur le parking. « Tu dois m'aider. » Richard est devenu obsessionnel.
Il m'exclut de tout. Marc fixa la main sur son bras jusqu'à ce qu'elle la retire. Obsessionnel. Ou simplement en train d'y voir clair enfin? Je sais que je t'ai fait du mal, avoua-t-elle, la voix tremblante. Ce que j'ai fait était impitoyable et stupide, mais j'ai évolué. J'aime sincèrement Richard. Comme je t'aimais? Le ton de Marc resta impassible. Dis-moi, est-il au courant de James Porter? Son visage se décomposa. Comment le sais-tu? Je suis au courant de tout, Tiffany. Ta liaison avec James avant moi, les autres paris que toi et ton cercle avaient lancés, le compte offshore où tu as mis de côté les cadeaux de Richard en prévision de complications. Il se rapprocha, baissant la voix. Je suis au courant des médicaments dans ton sac à main qui ne te sont pas prescrits et des virées shopping qui ne correspondent pas à tes relevés de carte de crédit. Tu as fouillé dans ma vie? Sa surprise sembla authentique. Un retour sur investissement généreux pour ton projet à 10 000 $. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Tu devrais partir. Les agents de sécurité de Richard effectuent des rondes toutes les heures dans le parking. On ne voudrait pas qu'il lui rapporte cette conversation, n'est-ce pas? Elle recula, ses talons claquant sur le béton. Tu n'es plus le même. Non, concéda-t-il. Je ne le suis plus. Tu t'en es assuré. Après son départ, Marc passa un appel. Vous avez tout enregistré? Oui, monsieur, confirma Cassandra, l'assistante personnelle de Richard. La vidéo de sécurité de votre échange est sans équivoque. Monsieur Davenport la visionnera lors de son évaluation nocturne. Excellent. Et l'autre affaire? Les documents que vous avez demandés concernant la transaction foncière sont dans votre messagerie sécurisée. C'est pire que prévu. Les violations environnementales à elles seules sont exactement ce dont nous avons besoin. Marc raccrocha, une immense satisfaction l'envahissant. Cassandra s'était révélée être une complice inattendue. La liaison de Richard avec elle l'avait rendue rancunière et craintive, cherchant une voie d'échappatoire. L'offre de Marc de la protéger et de lui offrir un nouveau départ avait garanti son allégeance. Ce soir-là, il reçut un message d'Harrison. Richard a regardé les images du parking. Il a convoqué une réunion d'urgence avec son équipe juridique pour demain. Marc s'accorda un bref instant de contentement. Richard allait maintenant se concentrer sur Tiffany, scrutant le moindre de ses gestes, voyant de la déloyauté dans chacune de ses actions. La tension la rendrait désespérée, susceptible de commettre des erreurs. Et Richard lui-même? Son suspicion croissante impacterait ses décisions professionnelles. Il deviendrait agressif, impulsif, poussé à démontrer sa domination intacte. Pendant ce temps, les preuves de ses activités illégales étaient méticuleusement collectées. Violations environnementales, blanchiment d'argent, transactions foncières corrompues, chaque élément méticuleusement documenté et préparé pour être divulgué au moment opportun. Tu avais raison, répondit-il à Harrison. La vengeance exige de la patience. Le message illumina l'écran de son téléphone alors qu'il contemplait la ligne d'horizon de Chicago depuis son bureau. En contrebas, la ville suivait son rythme habituel, ignorant les machinations complexes qui se déroulaient au milieu de ces gratte-ciel étincelants. Marc se souvint de l'affirmation d'Eleni selon laquelle la vengeance ressemblait à de l'ouzo, potentiellement mortelle si elle était mal utilisée. Mais il n'était pas en train d'en boire. Il était en train d'en servir, une dose précisément mesurée à la fois. La tension commença à se manifester sous des formes subtiles. L'ire de Richard montait en flèche lors des réunions de projet, son comportement habituellement impeccable se fissurant sous le poids de l'incertitude. Les efforts de Tiffany pour préserver son statut social devinrent de plus en plus frénétiques alors que des murmures sur son passé infiltraient la haute société de Chicago. Marc assistait à tout cela depuis son bureau fraîchement rénové, reflétant désormais comme il se doit son rôle d'associé chez Blake & Associates. Il avait délibérément orienté son bureau face à l'entrée, une tactique stratégique qu'Harrison lui avait autrefois enseignée. Cette disposition obligeait les visiteurs à traverser toute la longueur de la pièce sous son regard attentif. Cassandra était assise en face de lui, son professionnalisme habituellement maîtrisé commençant à montrer des signes de stress. « Il est en train de perdre pied », fit-elle remarquer. Hier, il a fracassé une carafe en cristal contre le mur pendant une réunion du conseil d'administration. Est-ce à cause de Tiffany? Ajouta-t-elle. Elle a essayé de forcer ses relevés bancaires privés. Heureusement, l'équipe de sécurité est intervenue. Cassandra lui tendit une clé d'SP. Pendant que tout le monde était distrait par ça, j'ai réussi à obtenir ce dont vous aviez besoin.
La documentation complète de l'affaire River Northland. Mark inséra la clé dans son ordinateur portable et parcourut rapidement les fichiers. Les preuves étaient accablantes. Richard avait délibérément acquis des terrains pollués, falsifié des évaluations environnementales et corrompu des fonctionnaires pour accélérer les permis. Vous saisissez les implications de tout cela? Demanda Mark à Cassandra. Dès que ça sera rendu public, Richard comprendra que vous êtes impliqué. Elle leva le menton d'un air défiant. Je comprends. Toutes les dispositions sont-elles prises? Une nouvelle identité, un emploi à Seattle et un bail d'appartement signé. Il fit glisser une enveloppe sur le bureau vers elle. Votre vol part ce soir. Une fois l'histoire dévoilée, Richard sera trop occupé à se sauver pour vous chercher. Merci, répondit-elle en se levant et en ajustant sa jupe. Il le mérite, vous ne trouvez pas? La façon dont il manipule les gens, en les utilisant comme des pions dans un jeu, acquiesça Mark. Mais parfois, les pions peuvent faire tomber un roi. Après son départ, Mark reprit le plan. La preuve serait remise à Julia Shun, une jeune et ambitieuse journaliste d'investigation avec laquelle il avait soigneusement cultivé une relation. Elle publierait l'article, décrochant des titres de carrière tout en ignorant son rôle. Son téléphone vibra avec un SMS de Tiffany. « Il faut que je te parle, s'il te plaît, des transactions foncières de Richard. » Alors, elle est au courant. Fascinant. Mark transmit le message à Harrison, qui répondit promptement. Elle est désespérée. Exploite-la. La réunion était prévue dans un bar discret de Lincoln Park, loin de leurs cercles sociaux habituels. Tiffany arriva, paraissant légèrement débraillée selon ses propres standards, ses vêtements froissés et son maquillage moins que parfait. Richard va tout anéantir, déclara-t-elle sans préambule. L'initiative hôtelière, les transactions foncières, il y a des choses que vous ignorez, n'est-ce pas? Je sais tout, répondit Mark doucement mais avec clarté. Les rapports de sol compromis, la corruption, les sociétés écrans. La vraie question est, quelles sont vos intentions? Les miennes? Elle ricana amèrement. Que puis-je faire? Il traque chacun de mes pas. Il a gelé mes comptes, engagé des gens pour me suivre. Il soupçonne que je réunis des preuves contre lui, n'est-ce pas? Elle le scruta, la compréhension commençant à poindre. C'était votre stratégie depuis le début? Obtenir le projet hôtelier, le faire se méfier de moi. Vous avez l'intention de le ruiner. Non, Tiffany. C'est vous, rétorqua Mark en se penchant en avant. Pensez Y. Quand la vérité éclatera, vous serez la lanceuse d'alerte parfaite. La fiancée inquiète qui a découvert ses délits et les a courageusement dénoncés. Les médias vont adorer. Richard sera dévasté, mais vous en sortirez victorieuse. À moins qu'il ne dévoile mon passé avant, rétorqua-t-elle. Il ne le fera pas, l'assura Mark. Parce que immédiatement, vous allez contacter Julia Shun aux tribunes et programmer une rencontre. Vous lui fournirez des preuves des méfaits de Richard, des preuves qui sont apparues inexplicablement dans votre boîte de réception. Et si je refuse? Mark sourit. Alors l'histoire sera quand même révélée, mais avec un angle différent. Un angle impliquant votre conscience et votre complicité dans les machinations de Richard. Ces comptes offshore que vous pensiez secrets. Il tisse un récit plutôt intrigant. Les mains de Tiffany tremblaient alors qu'elle attrapait son verre de vin. Vous avez envisagé tous les angles. J'ai étudié auprès des meilleurs, répondit-il en se levant et en laissant de l'argent sur la table. Vous m'avez appris à jouer à ces jeux, vous vous souvenez? 10 000 $ de cours. Le lendemain, le reportage explosif de Julia Shun faisait la une, l'empire d'un magnate de l'immobilier construit sur une base toxique. La fiancée du lanceur d'alerte dit tout. Les conséquences se sont abattues sans avertissement. Des agents fédéraux ont pris d'assaut le bureau de Richard. Ces investisseurs l'ont abandonné en masse. Le projet hôtelier s'est arrêté, en attendant une enquête plus approfondie. De son bureau, Mark observait les turbulences, Harrison à ses côtés. Brillant, remarqua Harrison en jetant un coup d'œil à l'article. Tiffany passe pour l'héroïne malgré elle, Richard pour le méchant trompeur, et vous êtes idéalement absent. Les meilleures stratégies sont celles qui prennent tout le monde au dépourvu. Et ma prochaine étape? Le téléphone de Mark vibra. Le numéro privé de Richard Davenport s'afficha. Ça y est. Harrison haussa un sourcil. Soyez prudent. Les adversaires blessés sont les plus dangereux. Heureusement que j'ai mon armure,
lança Mark avant de répondre. Monsieur Davenport, j'imagine que cela concerne le projet hôtelier? Le ton de Richard était étrangement calme. Vous avez orchestré tout ça. Absolument tout. C'est une affirmation plutôt audacieuse. Avez-vous des preuves? Je vais les découvrir. Et quand ce sera le cas, que se passera-t-il? La voix de Mark devint résolue. Révéler que l'ex-mari de votre fiancé vous a surpassé? Cela pourrait pimenter les gros titres de demain. Un silence tendu emplit la ligne. Alors, que désirez-vous? Au début, la vengeance. Mais maintenant? Mark jeta un coup d'œil à son reflet dans la fenêtre. Maintenant, j'aimerais vous voir lutter pour vous sauver. Cela devrait être instructif. Il mit fin à l'appel et se tourna vers Harrison. Combien de temps avant que son détective privé ne découvre mon faux pas passé? L'accusation de possession de marijuana de l'université? Bientôt, il sera désespéré de trouver un moyen de pression. Excellent. Mark se renversa dans son fauteuil. Qu'il croit avoir déterré une faille. Cela détournera son attention de ce qui va suivre. Vous vous régalez, nota Harrison. Ne devrais-je pas? Ils m'ont bien formé. Tiffany, ses relations, tout ce réseau corrompu, ils m'ont montré comment le jeu se joue. L'expression de Mark était une gratification glaciale. Ils ont simplement échoué à anticiper que je les surpasserais en tant que joueur. L'examen continu du Chicago Tribune à propos du scandale Davenport accaparait l'attention de la ville. Chaque jour révélait de nouveaux détails, de nouvelles accusations, de nouvelles figures dans le déroulement du drame. Mark observait tout cela en coulisses, témoignant de l'impact de ces plans méticuleusement orchestrés qui se propageaient dans la haute société de Chicago. Les mondains qu'il avait autrefois ridiculisés murmuraient maintenant son nom avec un mélange de crainte et d'admiration, bien que personne ne puisse le lier aux événements. La riposte de Richard fut rapide, mais maladroite. Son détective privé, avide de scandale, divulgua à la presse l'accusation de drogue de Mark à l'université. La nouvelle fit peu de vagues. Un écart de jeunesse ne pesait pas lourd face aux délits environnementaux et à la fraude. Manœuvre d'amateur, commenta Harrison, jetant le journal sur le bureau de Mark. Il perd de son tranchant. La peur fait cela aux gens. Mark scanna l'article. Bien que je sois impressionné qu'ils aient retrouvé l'accusation. Je pensais l'avoir enterrée plus profondément. En parlant d'affaires enterrées, Harrison se détendit dans un fauteuil. Une ancienne associée à vous, Lenny, est en ville. L'attention de Mark s'aiguisa. Quoi? Elle est arrivée ce matin. Elle est au Peninsula. Harrison l'étudiait intensément. Avez-vous organisé ça? Non. Mark se leva, ajustant sa cravate. Elle est ici de son propre chef. Le hall du Peninsula respirait une subtile sophistication. Eleni était assise dans un fauteuil opulent, vêtue à peu près comme elle l'avait été à Santorin, bien que sa tenue discrète contrastait avec la foule élégante. Vous avez été occupé, dit-elle à son approche. Vous ne devriez pas être ici. Mark s'assit en face d'elle. Ce n'est pas sûr. Sûr. Elle gloussa. Pensez-vous vraiment que Richard Davenport peut m'intimider? J'ai enduré l'effondrement de l'économie grecque. J'ai vu mon mari périr en combattant la corruption. Votre petite escarmouche ici? C'est un jeu d'enfant. Pourquoi êtes-vous venu? Pour vous rappeler votre promesse. Son regard perça le sien. Vous aviez promis de leur faire regretter de vous avoir sous-estimé. Mais la vengeance sans intention n'est que ruine. J'ai un objectif. Vraiment? Ou êtes-vous simplement en train de prouver que vous pouvez mieux les battre qu'ils ne peuvent le faire? Elle se pencha plus près. Le Mark Obron que j'ai rencontré à Santorin cherchait la justice. Que désirez-vous maintenant? Les doigts de Mark tambourinèrent légèrement sur la coudoir. Je veux qu'ils comprennent le poids de leurs actes. Richard, Tiffany, et les autres. Ils jouent avec la vie des gens comme si ce n'étaient que des objets insignifiants. Ils détruisent, abandonnent, et passent rapidement à autre chose. Il faut que quelqu'un les arrête, et ce quelqu'un, c'est vous. Le ton d'Eleni était teinté d'une subtile provocation. Avancez prudemment, Mark. La frontière entre la justice et la vengeance est ténue. J'ai franchi cette frontière à l'instant où Tiffany m'a tendu ses papiers de divorce. Se levant, il tendit le bras à Eleni. Permettez-moi de vous montrer ce que j'ai construit. Ils passèrent l'après-midi à explorer Chicago,
Mark mettant en avant ses réalisations architecturales et racontant son ascension au sein de l'entreprise. Eleni écoutait en silence, son visage reflétant peu à peu une inquiétude croissante. « Vous avez acquis du pouvoir », remarqua-t-elle finalement alors qu'ils admiraient le coucher de soleil depuis la prestigieuse suite. Cependant, un pouvoir dépourvu de sagesse est périlleux. Ai-je acquis de la sagesse dans votre taverne, ou avez-vous maîtrisé la stratégie? Elle lui effleura la main. Il y a une distinction. Leur dialogue fut interrompu par la vibration du téléphone de Mark. Le numéro d'Harrison? Excusez-moi, dit-il à Eleni, s'écartant. Que se passe-t-il? Richard agit. La voix d'Harrison était empreinte d'urgence. Il a engagé Blackstone Security, des spécialistes des opérations militaires et des hommes de main aguerris. La mâchoire de Mark se serra. Il devient frénétique, suffisamment frénétique pour constituer une menace réelle. Mes informateurs rapportent qu'ils cherchent tout moyen de pression contre vous. Relations passées, documents financiers, liens familiaux, qu'ils creusent. Mark jeta un coup d'œil à Eleni, qui contemplait le paysage urbain en contrebas, mais renforcez la sécurité au bureau et assurez-vous que notre personnel essentiel est protégé. C'est déjà fait. Mais Mark, soyez vigilant. Cette affaire dépasse le simple cadre des affaires. Après avoir raccroché, Mark retourna auprès d'Eleni. Vous devriez rentrer en Grèce. La situation risque de devenir complexe ici. Je ne partirai pas tant que je ne serai pas certain que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Elle lui saisit fermement le bras. L'homme qui m'a aidé à reconstruire ma taverne, qui a trouvé de la force dans un travail honnête, il est toujours en vous, quelque part. Cet homme était faible. Cet homme était assez fort pour supporter la trahison sans sacrifier son intégrité. Elle le lâcha. Cependant, peut-être avez-vous raison. Je devrais rentrer au pays. Ma taverne a besoin de moi. Alors qu'ils se séparaient dans le hall de l'hôtel, Eleni glissa quelque chose dans sa main. Une petite comboloï, comme celle qu'utilisent les hommes âgés dans les cafés grecs. Pour vous rappeler les décisions qui s'offrent à vous, dit-elle. Il y a toujours une autre solution. Mark la regarda partir, la perle chaude dans sa main. Mais avant qu'il ait pu méditer sur ces paroles, son téléphone vibra de nouveau. Un message d'un numéro inconnu. Rejoignez-moi au bord du fleuve. Minuit. Information concernant Richard que vous devez entendre. Il reconnut la séquence numérique. L'un des téléphones jetables de Richard. Piège, assurément, mais peut-être un piège qu'il pouvait utiliser à son avantage. Le bord du fleuve était désert à minuit. L'animation habituelle de Chicago avait été remplacée par un calme inquiétant. Mark se dirigea prudemment vers le lieu de rendez-vous, ses sens en alerte, prêt à déceler le moindre signe d'une embuscade. Une silhouette sortit de l'ombre, non pas Richard, mais James Porter, l'ancien amant de Tiffany. Il semblait mal à l'aise, jetant fréquemment des coups d'œil par-dessus son épaule. Il intérêt à ce que ce soit important, James, murmura Mark. Richard est au courant pour vous et Harrison, lâcha James d'un ton brusque. Il sait que vous avez accumulé des preuves, que vous fabriquez une affaire. Il prépare quelque chose d'énorme, d'irréversible. Pourquoi me révélez-vous ça? Parce que Tiffany. James hésita. Elle est prise au piège et ne peut plus s'en sortir. Richard l'a enfermée dans leur pentouse. Il pense qu'elle cache d'autres preuves. Mark l'examina attentivement. Vous tenez encore à elle. Il faut bien que quelqu'un le fasse. James passa une main tremblante dans ses cheveux. Écoutez. Je comprends que ce qu'elle vous a fait était impitoyable. Mais Richard, il n'est pas seulement corrompu. Il est dangereux. Laissez tomber, James. Le ton de Mark était glacial. Oubliez cette conversation. Et si Richard vous interroge, dites-lui que son plan a échoué. Pendant que James s'éloignait précipitamment, Mark sortit son téléphone. Harrison? J'ai besoin de toutes les informations que nous avons sur James Porter, et mettez-moi en relation avec Cassandra. Il faut accélérer nos plans. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de manœuvres tactiques et de contre-mesures. Le service de sécurité de Richard devenait de plus en plus visible, manifestement dans le but d'inspirer la peur. En réponse, Mark diffusa d'autres détails compromettants dans les médias, maintenant Richard en alerte constante. Les membres de la haute société qui avaient participé au pari malveillant de Tiffany commencèrent à subir les conséquences de leurs actes. Fuites anonymes auprès de leurs conjoints concernant des fonds cachés et des liaisons clandestines.
Opportunité commerciale qui s'évaporait inexplicablement. Réunion mondaine auquel il n'était plus invité. Il panique, rapporta Harrison lors de leur réunion stratégique nocturne. Le mari de Sandra Mitchell a demandé le divorce plus tôt dans la journée. L'entreprise de haute technologie de Rebecca Chin a perdu ses principaux investisseurs. Excellent. Mark examina attentivement la comboloï qu'Eleni lui avait donnée, la faisant rouler entre ses doigts. Et le personnel de sécurité de Richard? Ils observent toujours, mais ils sont assez compétents pour maintenir une distance appropriée. Ils attendent des instructions qui ne viendront pas. Un léger sourire étira les lèvres de Mark. Richard est trop occupé à sauver son empire. Les experts comptables judiciaires du FBI continuent de découvrir quotidiennement de nouvelles preuves. À propos de preuves, Harrison fit glisser un dossier sur le bureau. Cassandra a livré. Ces documents prouvent que Richard était au courant de la contamination avant d'acquérir le terrain. Il a délibérément falsifié des rapports, mettant en danger la sécurité publique. Parfait. Mark glissa la comboloïde dans sa poche. Distribuez des copies à nos associés du Tribune. Et Harrison? Assurez-vous que la nouvelle identité de Cassandra est sécurisée. Elle en aura bientôt besoin. Les pièces du puzzle étaient en train de s'assembler. L'empire de Richard s'effondrait, le réseau social de Tiffany était détruit, et la position de Mark était plus forte que jamais. Pourtant, la mise en garde d'Eleni persistait dans ses pensées. La frontière entre justice et vengeance est ténue. Il toucha la comboloï cachée dans sa poche. Peut-être avait-elle raison au sujet des choix, mais au moment où Tiffany l'a trahi, il a pris sa décision. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance maintenant. Il s'agissait de faire en sorte que des personnes comme Richard et Tiffany ne puissent pas faire de mal aux autres comme il lui en avait fait. Les dernières étapes du jeu approchaient. Richard était pris au piège, dangereux mais affaibli. Tiffany était isolée, son influence sociale anéantie. Et Mark? Il était exactement là où il devait être, observant le déroulement des événements conformément à sa stratégie. L'acte 2 avait préparé le terrain pour l'ultime confrontation. Les joueurs étaient en place, les pièges tendus, et Mark était prêt à affronter ce qui l'attendait. Mais alors qu'il contemplait la ligne d'horizon de Chicago, les paroles d'Eleni continuaient à le déstabiliser. Le pouvoir sans discernement est périlleux. Il lui prouverait le contraire. Il illustrerait que, parfois, le discernement impliquait d'avoir la détermination d'assurer la justice, quel qu'en soit le prix. Le Mark Obron qui avait participé à la reconstruction de sa taverne n'avait pas disparu. Il s'était transformé en quelqu'un de plus redoutable, quelqu'un capable de faire en sorte que des individus comme Richard et Tiffany ne puissent plus victimiser les autres. Le jeu de la vengeance touchait à sa fin, mais la véritable épreuve restait à venir. Jusqu'où Mark irait-il pour voir la justice rendue? Et quel prix cette justice exigerait-elle de lui, en fin de compte? Mark était assis dans son bureau chez Blake & Associés, se penchant sur le document que le détective privé de Richard avait déterré. Sa petite affaire de marijuana à l'université semblait insignifiante comparée au délit de Richard, mais le détective avait creusé plus loin, révélant quelque chose que Mark avait dissimulé des années auparavant. Pendant sa deuxième année d'école d'architecture, il avait falsifié des évaluations de sécurité des bâtiments pour une entreprise privée d'un professeur. Le professeur lui avait promis un stage, et Mark Young, ambitieux et imprudent, avait consenti. La structure ne s'était jamais effondrée. Personne n'avait subi de préjudice, mais la preuve subsistait. Si cela venait à la surface, sa profession serait ruinée. L'ironie ne lui échappait pas. Il démantelait Richard en utilisant des preuves comparables. Harrison entra sans prévenir, le visage grave. Richard passe à l'attaque. Il propose d'échanger son silence concernant ton passé contre l'immunité dans l'enquête fédérale. Il est aux abois, répondit Mark, la voix égale. Le FBI ne négociera pas. Non. Mais il a envoyé des copies des preuves à l'autorité de délivrance des licences. S'ils lancent une enquête, ils ne le feront pas. Mark ajusta sa cravate alors qu'il se préparait à son prochain coup. Nous allons leur donner quelque chose de bien plus gros sur quoi se concentrer. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Julia? J'ai une autre histoire pour toi, quelque chose d'encore plus gros que Davenport. Retrouve-moi à notre endroit habituel. Au café familier, la journaliste vedette du Tribune était déjà assise lorsque Mark arriva. Julia Shun, dont la carrière illustre avait été façonnée par la découverte du scandale Davenport,
l'accueillit avec une anticipation visible dans son expression. « Qu'est-ce que tu as pour moi » demanda-t-elle alors qu'il prenait place. « Que dirais-tu d'exposer la corruption au sein du conseil d'administration des architectes ?» Les yeux de Julia brillèrent à cette perspective. « Vas-y. » 3 membres du conseil acceptent des pots de vin pour accélérer les approbations. « J'ai des preuves irréfutables » déclara Mark, lui présentant des preuves, relevés bancaires, emails et conversations enregistrées. Il fit glisser une clé USB sur la table. Ce sont les mêmes personnes qui ont donné le feu vert au projet de terrain contaminé de Richard. C'est énorme, murmura Julia, en examinant la clé. Pourquoi me le donner maintenant? Parce que c'est la bonne chose à faire, répondit Mark fermement, en croisant son regard. Parfois, pour obtenir justice, il faut mettre de côté ses intérêts personnels pour le bien commun. Après le départ de Julia, Mark reçut un message de Cassandra. Richard menace de tout révéler, non seulement ton passé, mais aussi l'implication d'Harrison, mon rôle, et plus encore. Mark serra son téléphone fermement. Richard jouait son ultime coup de poker, visant à entraîner tout le monde avec lui. Un homme plus faible aurait pu faire des compromis pour se sauver, mais Mark n'était plus cet homme. Il contacta Harrison. « Lance le protocole 0. »« Tu es sûr ?» demanda Harrison avec prudence. « Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Si Richard veut escalader, montrons-lui à quoi ressemble une escalade. » Le protocole 0 était leur arme ultime, une divulgation complète des activités criminelles de Richard. Chaque transaction illégale, pot de vin et menaces seraient révélées, non seulement aux médias, mais aussi aux autorités fédérales, aux organes de surveillance mondiaux et même au conseil d'administration de Richard. Cela mettrait également à nu leur propre rôle dans la découverte des preuves. Le cabinet d'Harrison serait soumis à un examen minutieux. Les tactiques de Mark seraient remises en question. Des carrières seraient détruites. Mark fit rouler la perle d'inquiétude dans sa poche, se rappelant l'avertissement d'Eleni sur le prix de la vengeance. Pourtant, c'était un prix qui valait la peine d'être payé. Son téléphone vibra. C'était Tiffany, « S'il te plaît, arrête ça. Richard va te ruiner. » Mark répondit par un seul mot bien et serra les dents. Que Richard essaie. Qu'il divulgue tout. La quête de vengeance de Mark était enracinée dans la vérité, alors que l'empire de Richard était construit sur des mensonges. Cette distinction déciderait en fin de compte de leur destin. Une frappe à la porte interrompit le cours de ses pensées. James Porter se tenait dans l'embrasure de la porte, plus défraîchi qu'il ne l'avait été lors de leur rencontre sur la promenade au bord de la rivière. « Il faut l'aider » implora James, d'une voix brusque. « Richard est incontrôlable. Il menace de tout révéler sur le passé de Tiffany et de l'anéantir. »« Ça a toujours fait partie du plan, » répondit Mark, froidement. « Non, tu ne comprends pas, » insista James, passant une main dans ses cheveux en bataille. « Il a des preuves qu'elle a été impliquée dans des crimes bien plus graves que cette affaire de paris truqués, des choses qui pourraient l'envoyer en prison. »« Pourquoi est-ce que ça me toucherait ?» demanda Mark, d'un ton désinvolte. « Parce que tu n'es pas comme eux », la voix de James vacilla. « Le Mark Aubron que j'ai connu a disparu. » Mark se leva, sa silhouette imposante dominant la pièce. « Ton Mark Aubron chéri est mort à Santorin. » L'homme qui se tenait devant James était désormais quelqu'un d'autre. « Je me suis adapté. J'ai évolué. Je me suis transformé en ce qu'ils m'ont forcé à devenir. » Son sourire était tranchant comme une lame. « Maintenant, pars et dis à Tiffany de se préparer. Le pire est à venir. » Après le départ de James, Mark sortit son chapelet d'inquiétude d'Eleni de sa poche. La pierre lisse se réchauffa dans sa main, un lien tangible avec une époque plus simple à Santorin, des jours définis par un travail honnête et un but inébranlable. Son téléphone vibra une fois de plus. La voix urgente d'Harrison se fit entendre. « Le FBI est en mouvement, ils sont en train de perquisitionner les bureaux de Richard en ce moment même. Et nos plans de secours ? Tous sécurisés. Cassandra est cachée en lieu sûr, et toute trace de son implication a été effacée. Les comptes offshore sont immaculés. Excellent. » Mark fit rouler le chapelet d'inquiétude entre ses doigts. Concernant l'enquête du Conseil des licences, l'article de Julia sort demain. Il éclipsera tout ce que Richard tentera de divulguer sur votre passé. Mark fit un signe de tête, bien qu'Harrison ne soit pas en position de le voir. Tous les événements se déroulaient comme prévu. Et pourtant, pourquoi les paroles d'Eleni persistaient-elles à résonner dans ses pensées?
L'explication arriva le lendemain matin sous la forme d'une lettre livrée à son bureau. L'écriture était hésitante mais reconnaissable. C'était celle de Tiffany. « Je sais ce que tu fais », avait-elle écrit, « et tu as raison. Je le mérite. Nous le méritons tous. Cependant, avant que tu n'ailles au bout, souviens-toi de qui tu étais autrefois. Cet individu possédait intégrité, compassion et force. Ne permets pas à nos injustices de te transformer en quelque chose de pire encore que nous. » Marc froissa la lettre mais ne parvint pas à s'en débarrasser. Au lieu de cela, il la rangea dans le tiroir de son bureau, à côté du chapelet d'inquiétude. Les heures à venir allaient tout définir. Richard allait exécuter sa manœuvre ultime. Le FBI allait agir sur la base de ses découvertes. Le récit de Julia allait faire surface. Et Marc. Marc devait déterminer quel type de triomphe il désirait réellement. Harrison le découvrit à son bureau tard ce soir-là, contemplant les lumières de la ville. La réunion du conseil se tient demain, fit remarquer Harrison. Ils voteront pour évincer Richard et geler ses avoirs. C'est conclu. Pas tout à fait. Marc pivota pour faire face à son mentor. Il reste la question de notre participation. Harrison arqua un sourcil. Nous pourrions négocier un accord. Échanger nos preuves contre l'immunité. Non. Le ton de Marc était résolu. Plus d'accord. Plus d'ombre persistante. Quoi qu'il arrive, nous y faisons face ouvertement. C'est étonnamment éthique. Inattendu pour vous, peut-être ? Marc se leva. Pourtant, il y a une personne en Grèce qui comprendrait pleinement. Le titre du Chicago Tribune s'étalait dans toute la ville. Scandale au Conseil des licences d'architecture révélé, corruption au plus haut niveau. Le récit de Julia Chen était impeccable, décrivant un réseau complexe de pots de vin, de documents falsifiés et de vies mises en danger. Richard Davenport était mis en avant, mais il n'était pas la seule figure impliquée. La corruption s'étendait plus profondément, plus haut, contaminant les organisations même chargées d'assurer la sécurité publique. Marc parcourut l'article dans son bureau, conscient que son nom serait bientôt mêlé au scandale, non pas comme une force malveillante, mais comme quelqu'un qui avait renoncé à ses principes au début de sa carrière. Cette révélation aurait un coût, mais elle renforcerait ses preuves contre Richard Mourouet. Son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. Le FBI souhaite vous parler maintenant. Il s'y attendait. L'enquête fédérale sur Richard s'était étendue, révélant des liens directs vers le cabinet de Marc et Harrison. Leur méthode d'acquisition de preuves serait examinée à la loupe. Leurs intentions disséquées. Le bureau local du FBI offrait un contraste frappant avec son bureau opulent. 2 agents attendaient dans une salle d'interrogatoire, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, tous deux dégageant une énergie concentrée. « Monsieur Aubron », commença l'agent le plus âgé, « nous avons quelques questions concernant votre implication dans l'enquête Davenport, naturellement. » Marc s'assit avec calme. « Mais, d'abord, j'ai un document pour vous. » Il plaça un dossier volumineux sur la table. Des registres complets de mon implication dans l'accumulation de preuves contre Richard Davenport, y compris mes transgressions antérieures. Les agents échangèrent un regard. Cette réponse différait de leurs attentes. « Vous faites des aveux ? » ?»« Je dis la vérité. Dans son intégralité. Mon ancienne association avec Tiffany, ma faute de jeunesse concernant les rapports du bâtiment, comment j'ai recueilli des preuves contre Richard. Vous constaterez que tout y est. » Le jeune agent a ouvert le dossier. « Pourquoi nous offrez-vous cela ? » Parce que la vérité prime sur la vengeance. Marc a soutenu leur regard, inébranlable. Richard Davenport a mis des vies en danger pour le profit. Cette vérité ne devrait pas être obscurcie par des questions sur nos moyens de la révéler. L'interrogatoire a duré des heures. Marc a répondu à chaque question avec franchise, ne retenant rien. Il a expliqué en détail comment ils avaient recueilli des preuves, qui avaient contribué et les méthodologies employées. « Vous êtes conscient que cela pourrait mettre fin à votre carrière ?» a demandé l'agent le plus âgé. « Certaines choses valent la peine d'être sacrifiées. » En sortant du bureau du FBI, Harrison l'attendait dans sa voiture. « Voilà, c'est terminé. » Marc s'est installé sur le siège passager. « Je leur ai tout raconté. »« Tout ? » ?»« Tout sur ma vie. Rien sur toi ou le cabinet. » Marc a jeté un coup d'œil à son mentor. « Vous n'auriez pas dû être entraîné dans ma vengeance. » Harrison a serré le volant plus fort. « Le cabinet te protégera. » « Non.
Le ton de Marc était résolu. J'ai pris mes décisions. J'en assumerai les conséquences. Son téléphone a vibré. Tiffany, Richard a été arrêté. Ils ont découvert des preuves supplémentaires dans son coffre-fort privé. Je suis au courant. La voix de Marc est restée indéchiffrable. Tu as orchestré tout ça, n'est-ce pas? Absolument tout. L'enquête de la commission des licences, les raids du FBI, tout ça. Tu m'as bien guidé, Tiffany. Toi et tes alliés m'avaient démontré précisément comment ruiner quelqu'un. Elle a marqué une brève pause. Je témoigne contre lui sur tout. Les transactions foncières, les pots de vin, l'intimidation. Excellent. Je ne le fais pas pour l'immunité, a-t-elle ajouté précipitamment. Je le fais parce que c'est la chose à faire, parce que quelqu'un doit l'arrêter. Marc s'est souvenu des réflexions d'Eleni sur les choix et les conséquences. Les individus comme Richard ne s'arrêtent que lorsque quelqu'un les affronte. Les individus comme moi, tu veux dire? Sa voix a flanché. Je sais qui je suis, Marc. Ce que j'ai fait. Je n'attends pas l'absolution. Excellent. Parce que tu ne l'auras jamais. Il a coupé la communication, se tournant vers Harrison. Emmène-moi à la tribune. Julia Chun a été surprise de le trouver dans son bureau. Je ne m'attendais pas à votre visite aujourd'hui. J'ai l'intention de publier une déclaration concernant mon rôle dans tout cela. Elle s'est penchée en avant, le dictaphone prêt. Pourquoi maintenant? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Il ne s'agit pas seulement de Richard, de corruption ou de vengeance. Il s'agit de décision. De devenir le genre de personne qui défie la corruption, même lorsque cela exige tout de vous. Allez-vous avouer votre implication? Je vais révéler la vérité. Dans son intégralité. L'article a été publié le lendemain. Marc Aubron, architecte accompli et associé chez Blake & Associates, reconnaît ses erreurs passées tout en dévoilant une corruption plus importante. La réaction du public a été mitigée. Certains l'ont qualifié de héros. D'autres ont remis en question ses tactiques. La commission des licences a ouvert une enquête sur le début de sa carrière. Son association avec le cabinet a été suspendue, en attendant un examen. Mais Marc a fait face à tout cela avec la même détermination inébranlable qui avait alimenté sa vengeance. L'arrestation de Richard a attiré l'attention nationale. Des agents fédéraux l'ont escorté hors de son bureau, menottes au poignet, son empire s'effondrant autour de lui. Le témoignage de Tiffany a été catastrophique, révélant des années de duplicité et de manipulation. Les personnalités mondaines impliquées dans son pari malveillant ont connu leur propre règlement de compte. Le divorce de Sandra Mitchell a révélé son implication dans de nombreuses combines. La société technologique de Rebecca Chin s'est effondrée sous l'examen minutieux. Leur monde méticuleusement façonné de privilèges et de malveillance s'est désintégré. Marc a observé tout cela depuis la périphérie. Le comboloïd d'Eleni dans sa poche. Le prix de la justice avait été élevé, mais certains prix valaient la peine d'être payés. Les îles grecques semblaient différentes en hiver. Les touristes étaient absents, laissant Santorin à ses habitants permanents. La taverne d'Eleni rayonnait de chaleur dans le crépuscule lorsque Marc s'est approché. Elle l'attendait comme si elle avait prévu son arrivée. Alors, c'est terminé? Oui. Il s'est installé à sa vieille table, celle où elle lui avait initialement donné des leçons de survie. Richard est incarcéré. Le témoignage de Tiffany l'a garanti. Et toi? Elle a rempli son verre d'ouzo. Qu'est-ce que ta vengeance t'a coûté? Mon association, ma réputation pour un temps mais pas mon intégrité. Il a touché le comboloïd. Tu avais raison à propos des choix. Et maintenant, quels sont tes projets? Marc a sorti un jeu de plans. Je recommence à zéro. Mon propre cabinet, axé sur des projets durables, centré sur la communauté. Utiliser l'architecture pour construire quelque chose de positif. Eleni a examiné attentivement les plans. Cela ressemble à des espaces pour les individus, pas pour les profits. C'est le concept. Il a déplié d'autres dessins, des logements abordables, des centres communautaires, des lieux qui unissent les gens plutôt que de les diviser. Comme ma taverne. Exactement comme ta taverne. Il esquissa un sourire. Des lieux où les individus peuvent se reconstruire. Leur conversation fut interrompue par un toc à la porte. Une femme grande et posée entra, son regard à la fois bienveillant et résolu. Marc? Elle balaya la taverne du regard.
Je suis Olivia Shawn, la sœur de Julia, continua-t-elle. Elle a mentionné que je pourrais te trouver ici. Ah, l'avocate environnementale. Les yeux d'Eleni pétillèrent de malice. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous parlions justement de reconstruction. Olivia se joignit à eux, immédiatement intriguée par les plans étalés sur la table. Ils sont remarquables, fit-elle, en étudiant les dessins. L'accent mis sur les espaces verts et l'engagement communautaire, tout cela n'est encore qu'un concept, expliqua Marc. J'ai besoin de quelqu'un qui connaisse bien le droit de l'environnement pour aider à donner vie à ces plans. Quelqu'un comme moi, lança Olivia, en levant un sourcil. Exactement quelqu'un comme toi. Eleni observait leur échange avec une satisfaction discrète. Parfois, ajouta-t-elle doucement, la destruction ouvre la voie à la création. Mais seulement si nous choisissons de renaître de nos cendres avec quelque chose de mieux, répondit Marc, touchant distraitement sa chaîne de prière une dernière fois avant de la poser sur la table. Tenez, gardez-la, dit-il à Eleni. Je n'en ai plus besoin. Non, acquiesça-t-elle, en les observant, lui et Olivia, plongés dans une discussion animée sur la construction durable. Alors que la taverne se remplissait de locaux, sous le couvert de la nuit tombante, comme lors de la première arrivée de Marc, brisé et animé par la vengeance, une alerte de nouvelles retentit sur son téléphone. Le verdict dans le procès de Richard était tombé, 20 ans pour crimes environnementaux, fraude et corruption. Le témoignage de Tiffany lui avait garanti l'immunité, mais sa réputation était en lambeaux alors qu'elle quittait Chicago pour prendre un nouveau départ. Marc coupa le son de son téléphone. Ces chapitres étaient définitivement clos. Sa quête de vengeance avait non seulement atteint ses objectifs, mais lui avait également enseigné de précieuses leçons, non seulement sur le pouvoir et ses conséquences, mais aussi sur la manière d'utiliser ce pouvoir pour quelque chose de plus significatif que la simple destruction. En écoutant Olivia plaider avec passion en faveur du développement durable tout en regardant Eleni gérer ses clients avec une tendresse ferme, Marc comprit quelque chose de profond. L'homme qui avait contribué à reconstruire cette taverne n'était pas mort à Santorin. Au lieu de cela, il avait évolué, comme de l'acier trempé par le feu, devenant plus fort sans sacrifier son essence même. La partie de la vengeance était terminée. Maintenant commençait celle de la reconstruction, qui consistait à créer quelque chose de significatif à partir des vestiges de la trahison. Cette fois, Marc savait précisément qui il était et où il allait. La conclusion n'était pas définie par le triomphe ou l'anéantissement, mais par la satisfaction sereine de savoir qu'il avait choisi son propre chemin. Pas le chemin de la confiance aveugle qui avait mené à la tromperie, ni le chemin de la vengeance effrénée qui avait failli le consumeur, mais quelque chose de distinct. Un chemin où la force était équilibrée par la sagesse et où le pouvoir était guidé par un objectif. Comme Eleni le dit si bien en fermant la taverne ce soir-là, certains cherchent la vengeance, d'autres obtiennent justice, mais les plus sages créent quelque chose de nouveau à partir des vestiges du passé. Marc jeta un coup d'œil à ses plans, aux notes animées d'Olivia, et à la communauté soudée réunie dans cette pittoresque taverne grecque. Bien que sa vengeance ait été exécutée à la perfection, faisant tomber ceux qui l'avaient lésé, il cherchait maintenant à construire quelque chose de bien plus grand, un héritage de transformation positive, un témoignage de renouveau plutôt que de ruine. La partie était vraiment terminée. Et finalement, Marc avait gagné quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. Il avait assuré son avenir. ** épilogue. 10 ans plus tard, ***. La silhouette de Chicago avait changé radicalement au cours de la décennie écoulée depuis le scandale Davenport. Des structures imposantes s'élevaient vers le ciel, chacune racontant des histoires d'ambition et de vision. Parmi celles-ci se dressait le centre communautaire Aubron, dont la conception novatrice fusionnait architecture durable et impact social. Depuis son bureau au siège du groupe de conception durable Aubron et Chan, Marc Aubron examinait le bâtiment. À 40 ans, ses traits portaient la maturité du succès et de l'objectif atteint. Le jeune architecte trahi à Santorin semblait un personnage du récit d'une autre personne. Le contrat de Singapour est arrivé, annonça Olivia, en entrant dans son bureau avec une pile de documents. Maintenant son épouse depuis 7 ans, elle était passée du statut d'avocate environnementale à celui de co-PDG de leur empire architectural. Ils voulaient qu'ils conçoivent leur nouveau quartier écologique. Marc esquissa un sourire, se remémorant comment leur collaboration avait commencé à la taverne d'Eleni. Leur approche unifiée de l'architecture durable et axée sur la communauté s'était transformée en quelque chose de révolutionnaire. L'entreprise avait désormais des bureaux répartis dans 5 pays, chaque projet fusionnant conscience environnementale et pertinence sociétale. « As-tu lu le dernier article sur Richard ?» questionna Olivia,
en affichant un article de presse sur sa tablette. Richard Davenport, autrefois couronné roi de l'immobilier de Chicago, faisait à nouveau les gros titres. Après avoir purgé 8 ans de sa peine de 20 ans, il s'est vu refuser sa libération conditionnelle pour la 3e fois. L'article explorait ses efforts constants pour affirmer sa rédemption, tandis que des preuves pointaient vers ses tentatives de manipuler encore le système. Certaines personnes n'évoluent tout simplement pas, fit remarquer Mark. Sa voix ne portait plus aucune trace de sa colère d'autrefois. Avec le temps et l'âge, ses émotions concernant le passé s'étaient adoucies, évoluant vers un sentiment plus proche de la sympathie. Son téléphone sonna, c'était un message d'Harrison Blake, maintenant à la retraite mais toujours consultant pour des projets importants. L'homme plus âgé était sorti indemne du scandale Davenport, sa réputation même renforcée par l'implication de son cabinet dans la révélation de la corruption. Déjeuner demain, demandait le texto d'Harrison, en quête de conseils sur le programme de bourse d'études en architecture. La bourse Harrison Blake pour l'architecture éthique était devenue l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine, soutenant les étudiants qui faisaient preuve à la fois de compétences et de valeurs éthiques solides. Mark siégeait au comité de sélection, canalisant son expertise en un moyen de transformation positive. « Dis-lui oui », répondit Olivia, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Mais rappelle-lui qu'il doit prendre la parole à la conférence sur le développement durable la semaine prochaine, et qu'il nous doit toujours cette interview pour le livre. Le livre, Bâtir une meilleure architecture comme vecteur de changement social était leur entreprise la plus récente, à la fois mémoire et manifeste. Il racontait l'histoire de la façon dont une dévastation personnelle avait conduit à une métamorphose professionnelle. Mark s'était initialement opposé au concept, mais Olivia l'avait persuadé que leur parcours pouvait motiver les autres. Une notification apparut sur son calendrier. Voyage annuel à Santorin, dans 2 semaines. Chaque année, Mark et Olivia passaient un mois à la Taverna d'Alni, aidant aux rénovations et encadrant de jeunes architectes en matière de principes de conception durable. La Taverna était devenue un centre d'apprentissage unique, mêlant savoir traditionnel et innovation contemporaine. Eleni, maintenant dans sa 60aine mais toujours aussi perspicace, avait étendu son influence bien au-delà de son coin pittoresque de Santorin. Son idéologie consistant à revitaliser des vies grâce à la communauté avait inspiré des initiatives analogues dans toute la Grèce. Les murs de la taverne arboraient désormais des photographies de protégés triomphant à côté des portraits de familles classiques. « Tu as vu ça ?» Olivia lui tendit une autre tablette, affichant une publication sur les réseaux sociaux. C'était de Tiffany, maintenant Tiffany Martinez, résidant à Seattle avec son mari, un professeur de lycée. Le post la montrait en train de prendre la parole lors d'une conférence, abordant les thèmes de briser le cycle, de remettre en question le privilège et de découvrir un but. Suite au scandale, elle avait subi une transformation sincère. Son témoignage contre Richard n'avait été que le début. Elle collaborait désormais avec des jeunes à risque, utilisant son expérience pour démontrer comment des environnements socio-toxiques pouvaient corrompre de jeunes vies. Mark l'avait croisée une fois, 5 ans plus tôt, lors d'une conférence sur l'architecture durable à Vancouver. Leur échange avait été bref mais significatif. « Je n'attendrai jamais l'absolution », avait-elle déclaré, « mais je voulais que vous sachiez ce que la révélation de tout a fait pour moi. Cela m'a sauvé, me forçant à affronter qui j'étais et à choisir qui je voulais être. » Son ancien entourage social s'était dispersé. Sandra Mitchell avait tout perdu lors de son divorce, finissant par trouver un emploi comme agent immobilier à Phoenix. Rebecca Chin avait restructuré sa vie à Hong Kong, gérant un petit cabinet de conseil en technologie authentique. James Porter avait étonné tout le monde en poursuivant une carrière de conseiller en toxicomanie, ses luttes personnelles contre la dépendance et la dynamique de la codépendance alimentant sa passion pour aider les autres. Cassandra, protégée par son identité reconstruite, s'était forgé une carrière florissante dans la conformité des entreprises sur la côte ouest. De temps en temps, elle envoyait des informations anonymes concernant des comportements potentiellement contraires à l'éthique, respectant son engagement à promouvoir des normes commerciales morales. Julia Chen, dont le journalisme avait révélé le scandale, avait remporté un prix Pulitzer et dirigeait maintenant sa propre organisation à but non lucratif axée sur le journalisme d'investigation. Son organisation se concentrait sur la révélation des fautes d'entreprise et des violations environnementales, Mark et Olivia siégeant au conseil d'administration. L'équipe du projet d'Athènes est en attente de notre appel, fit remarquer Olivia, jetant un coup d'œil à sa montre. Leur initiative la plus audacieuse à ce jour visait à transformer une zone industrielle désaffectée en un point focal communautaire durable. Cette entreprise intégrait toutes les leçons qu'ils avaient apprises au cours des 10 dernières années,
le renouvellement environnemental, la collaboration communautaire et la responsabilité sociale. Le plan comprenait des éléments inspirés de la Taverna d'Eleni, favorisant des espaces qui nourrissaient l'interaction, le rétablissement et le développement. « As-tu finalisé le rapport d'impact pour le projet de Chicago ?» demanda Marc, ramassant ses affaires pour l'appel. « En fait, mieux que ça. » Olivia rayonnait. « Nous avons obtenu un financement complet. Le conseil municipal a donné son approbation unanime ce matin. Nous pouvons commencer la construction du complexe de logements abordables le mois prochain. » Le projet revêtait une importance particulière pour eux deux. Situé dans l'un des quartiers défavorisés de Chicago, il offrirait non seulement des logements, mais aussi des établissements d'enseignement, des centres de formation professionnelle et des zones écologiques. Ils l'ont baptisé le complexe Phoenix, symbole de rajeunissement et de renaissance. Le mur de leur salle de conférence présentait des images de projets achevés, un centre communautaire à Détroit construit à partir de matériaux recyclés, une école solaire dans une zone rurale en Inde et une ferme verticale dans un environnement urbain brésilien. Chaque structure racontait une histoire de métamorphose, de transformation de la dévastation en création. Parfois, je me demande, commenta Olivia alors qu'il se préparait pour l'appel. Que se serait-il passé si Tiffany ne t'avait pas trahi à Santorin? Serais-tu devenu cette version de toi-même? Marc réfléchit à la question. La trahison l'avait certainement changé. Cependant, la véritable transformation est née des décisions qu'il a prises par la suite. Des décisions inspirées par la sagesse d'Eleni, les conseils d'Harrison et, en fin de compte, le partenariat d'Olivia. Je crois que nous nous définissons à travers nos expériences, conclut-il. La question essentielle est de savoir si nous érigeons des barrières ou des ponts. Leur dialogue fut interrompu par un appel entrant du directeur du programme pour la jeunesse qu'ils avaient lancé. 20 adolescents issus de milieux difficiles, étudiant l'architecture et les sciences environnementales tout en revitalisant leur propre quartier. Monsieur Aubron? Les étudiants ont terminé leur premier projet de conception. Ils souhaitent vous le présenter personnellement, avouez à Madame Chin. Marc sourit, se remémorant son parcours, d'un jeune architecte mécontent à un mentor et bâtisseur. Informez-les que nous serons présents demain matin. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux en longeant le lac Michigan, Marc contempla la décennie écoulée depuis que sa vendetta s'était transformée en quelque chose de significatif. La rage qui le propulsait autrefois avait été remplacée par un objectif. L'impulsion à la dévastation s'était transformée en une volonté de créer. Leur pentouse, contrairement à son ancien appartement, rayonnait de chaleur et de charme vécu. Des photographies de leurs projets internationaux s'entremêlaient à des souvenirs précieux, un mariage à Santorin présidé par Eleni. Le lancement de leur premier projet de logement durable coïncidant avec la réception du prix environnemental de l'ONU. Un article encadré ornait le bureau de Marc, relatant le passage du scandale au salut, comment l'affaire Davenport a redéfini le paysage architectural de Chicago. À côté, se trouvait un modeste chapelet de perles d'inquiétude enfermé dans une vitrine. Le cadeau d'Eleni, désormais un témoignage des choix faits et des leçons apprises. L'équipe d'Athènes a transmis les derniers rapports pétroliers, annonça Olivia depuis son bureau à domicile. Les niveaux de pollution étaient plus élevés que prévu, mais rien qu'il n'ait pas déjà affronté dans le passé. Marc la rejoignit pendant qu'elle examinait les rapports. Ils étaient devenus experts dans la transformation des environnements endommagés, qu'ils soient écologiques ou sociétaux, en agents de revitalisation. Chaque initiative était l'occasion de démontrer que la ruine ne devait pas signifier la fin d'un récit. Leur système téléphonique signala un appel vidéo entrant, et le visage d'Eleni apparut à l'écran, la taverne visible en arrière-plan. « Prévoyez-vous toujours de venir le mois prochain ?» demanda-t-elle directement. Les nouveaux étudiants sont ravis de rencontrer le célèbre Marc Aubron. Célèbre? Marc gloussa. Pourquoi faire? Pour leur avoir montré que la vengeance n'est pas la seule réponse à la trahison. Les yeux d'Eleni pétillaient. Bien que j'entende dire que Richard Davenport pourrait être en désaccord. Ils discutèrent des dernières rénovations de la taverne, des réalisations des anciens élèves et des stratégies pour élargir le programme éducatif. Eleni avait transcendé le rôle de mentor. Elle était maintenant une famille, son impact s'étendant bien au-delà de ce moment crucial à Santorin. Après avoir terminé l'appel, Marc et Olivia sortirent sur leur balcon. Chicago s'étendait devant eux, une ville qu'ils remodelaient progressivement, un édifice à la fois. Le centre communautaire Aubron rayonnait au loin, ses panneaux solaires reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Nous devrions rendre visite à Richard, suggéra Olivia de façon inattendue.
pour lui montrer les résultats de ses actions. Pas l'aspect de la rétribution, mais l'aspect de la restauration. Marc y réfléchit. Il y a 10 ans, une telle proposition aurait semblé invraisemblable. Mais maintenant? Peut-être. Cela pourrait l'aider à comprendre que la domination n'implique pas nécessairement l'anéantissement. Leur soirée fut interrompue par un courriel urgent de Julia Chan. Un nouveau scandale d'entreprise était en train d'émerger. Un promoteur compromettait les normes de sécurité, mettant en danger les communautés dans sa recherche du profit. Ça recommence, grogna Olivia, mais ses yeux brillaient de détermination. Marc acquiesça, accédant déjà à leurs ressources d'enquête. Ils avaient mis en place des systèmes pour dénoncer la corruption tout en promouvant des solutions éthiques. Chaque scénario représentait une occasion d'éviter que les erreurs de Richard ne se reproduisent. Plus tard dans la soirée, tout en scrutant les plans de leur prochaine entreprise, Marc songea au jeune architecte qui avait autrefois aspiré à changer le monde grâce à l'architecture durable. Cette aspiration n'avait pas disparu à Santorin. Elle s'était adaptée, s'était renforcée et était devenue plus intentionnelle. La trahison qui aurait pu le détruire avait au contraire déclenché une révolution dans son approche de l'architecture et de l'existence. Chaque structure qu'il conceptualisait n'était pas simplement une construction. C'était une affirmation sur la persévérance, la renaissance et le choix d'opter pour la création plutôt que l'anéantissement. Son téléphone vibra avec un message de l'un des diplômés de leur programme pour jeunes, étudiant actuellement l'architecture au MIT grâce à une bourse Harrison Blake. L'étudiant avait joint des images de son projet de conception initiale, un centre communautaire pour adolescents à risque. « Vous m'avez appris que les bâtiments peuvent guérir », disait le message. « Je veux perpétuer cet héritage. » Marc partagea le message avec Olivia, qui examinait les candidatures pour leur prochain projet communautaire. « C'est le véritable triomphe, déclara-t-il. Non pas abattre Richard, mais élever les autres. » Elle lui serra la main, en signe d'approbation. Leur travail était devenu quelque chose de plus que de l'architecture, de la vengeance ou même du développement durable. Il s'agissait de la métamorphose des espaces, des sociétés, des vies. La silhouette nocturne de Chicago scintillait au-delà de leurs fenêtres. Chaque lumière représentait un récit, un potentiel, une possibilité de transformation. Marc pensa à tous les personnages de sa propre chronique. Tiffany trouvant la rédemption et aidant les autres, Richard confronté aux conséquences de ses décisions, Harrison réorientant son influence vers un progrès bénéfique, et Lenny guidant perpétuellement les âmes désorientées vers le renouveau. Ils avaient tous été transformés par les événements de cet été à Santorin. Mais la transformation, comme Marc l'avait compris, n'était que le commencement. Ce qui importait, c'était ce que vous en construisiez. Demain présenterait de nouveaux défis, des conflits écologiques à affronter, des communautés à soutenir, des étudiants à guider. Mais Marc et Olivia étaient préparés. Ils avaient créé quelque chose de bien plus puissant que la vengeance. Ils avaient établi un héritage de transformation. Alors qu'ils se préparaient à aller se coucher, le téléphone de Marc vibra une dernière fois. Un message de Harrison: « Je viens d'interroger un candidat prometteur pour une bourse. Il me rappelle toi il y a 10 ans. En colère mais motivé. Tu aimerais peut-être le rencontrer ?» Marc sourit, se rappelant son propre cheminement de la colère à la détermination. « Organise la rencontre, » répondit-il. Certaines histoires doivent boucler la boucle. La nuit enveloppa Chicago, mais dans toute la ville, dans les bureaux et les foyers, les effets des décisions de Marc continuaient de se propager. Le jeu de la vengeance était terminé depuis longtemps. L'effort de reconstruction, de transformation de la douleur en but, de la destruction en création, se poursuivrait. Et dans une taverne chaleureuse de Santorin, Eleni racontait toujours l'histoire du jeune architecte en colère qui avait appris à construire quelque chose de plus grand que la vengeance. C'était un récit qui inspirait toujours ceux qui l'écoutaient. Un témoignage que même la plus profonde des trahisons pouvait engendrer l'avenir le plus radieux si l'on choisissait de construire plutôt que de démolir.